Zaf. Qui c'est tes petits cousins? Les frères Simon. Hein? Les frères Simon. Ah oui, c'est les cousins de Pascal, Régis, Jérôme. En 83. 84, c'était maillot jaune. Hein. Ouais, ouais. Bonjour, alors on est juste à la veille du départ du 104e Tour de France, dont la première étape franco-française sera en Lorraine, et c'est pourquoi il m'a semblé intéressant d'aller chez Angèle Cossalter. On est à Metz ici, on est dans la banlieue de Metz. Alors Angèle Cossalter à Metz, il est connu comme étant le bâtonnier de l'ordre des avocats, mais c'est aussi un très grand connaisseur de la petite reine, du vélo, un amoureux du vélo. Il a connu Bernard Hinault, il a connu Louison Bobet, c'est-à-dire des mythes. Alors, première question, Angèle Cossalter. Quel est votre premier souvenir de Tour de France ? Mon premier souvenir de Tour de France date de 1947. J'habitais Thionville et le Tour est passé devant notre immeuble. Je me souviens de Robic, de Vietto, qui est à l'époque une très grande vedette, qui aurait dû gagner le Tour 47, mais qui ne l'a pas gagné. Et c'est les premiers noms qui me sont venus en mémoire. Alors, Robic, Vietto, est-ce que c'est possible de faire des comparaisons avec des grands coureurs cyclistes aujourd'hui ? On peut difficilement faire des comparaisons. Si vous prenez les grands champions des années 50 ou 60, on a du mal aujourd'hui à trouver quelqu'un qui puisse se rapprocher, excusez-moi. Hein. Ils auraient été en troisième catégorie à l'époque de Coppi, de Bartali, de Bobet, etc. Alors, vous avez écrit un livre sur le Tour de France en Lorraine ou à Metz. Racontez-nous un peu, parce que c'était quoi, les années 60, les années 50, les années 60. Racontez-nous un peu les anecdotes, parce qu'on a l'impression que l'époque n'était pas la même. Oui, je précise que l'essai que j'ai publié, qui s'appelle Le Tour de France à Metz, couvre la période de 1906, lorsque le Tour est passé pour la première fois à Metz, qui était ville allemande, la première fois où le Tour a quitté la France pour aller à l'étranger. Il est passé par Metz. Et la première étape à l'étranger, c'était en 1907 à Metz. Metz était allemand depuis 70 jusqu'en 1918. Et le Tour est traditionnellement parti de Paris. Il est parti d'une autre ville que Paris en 1926, il est parti d'Évian. Et la deuxième fois où le Tour n'est pas parti de Paris, il est parti de Metz en 1951. C'est vous dire le rôle de Metz. Vous savez que Metz est la 4e ou la 5e ville où le Tour s'est arrêté le plus souvent. Il y a une véritable histoire d'amour entre Metz et le Tour de France. Le Tour de France est arrêté 41 fois à Metz. Sachez que de 1919 à 39, il s'est arrêté chaque année. Après la guerre, il s'est arrêté tous les 2 ans. Il y a une histoire fabuleuse entre Metz et le Tour de France. Alors, j'aimerais que vous me parliez, parce que vous en parlez dans votre livre, de la relation qui est particulière avec Louison Bobet, parce que vous avez connu Louison Bobet. Louison Bobet, je m'excuse Angèle, mais je vais essayer de faire une comparaison pour les plus jeunes qui nous écoutent. Louison Bobet, c'est une star de la dimension d'un Zinedine Zidane, je veux dire, aujourd'hui. C'est une immense star. Et vous avez échangé avec Louison Bobet, vous avez été amis. Racontez-nous un petit peu votre relation épistolaire avec Louison. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'estime pour Zinedine Zidane, mais comparer Louison Bobet à Zinedine Zidane, non. Louison Bobet, c'est Zinedine Zidane, Michael Jackson et combien d'autres. Et encore, vous n'arrivez pas au taux de popularité qu'avait Louison Bobet, qui était une idole. Tous les Français s'identifiaient à Louison Bobet, qui était un homme très fort sportivement, d'un charme personnel certain, qui était un passionné. Sachez que Louison Bobet, il a gagné 3 fois le Tour de France. Il avait un regret, c'est qu'il n'a jamais réussi à gagner la dernière étape. De nos jours, la dernière étape, tout le monde se promène, ils font les pitres avant que les sprinters ne se bagarrent sur les Champs-Élysées. Mais à l'époque de Louison Bobet, c'était la bagarre permanente et Bobet s'est battu jusqu'au dernier Tour de France qu'il a gagné. Il n'a jamais réussi à gagner la dernière étape. C'est ce qu'il voulait faire. C'est vous dire la passion qui animait cet homme, qui était aimé au-delà par tous les Français. Je l'ai rencontré, j'ai échangé avec lui, je lui ai écrit très souvent. Il n'a jamais laissé aucune de mes lettres sans réponse. Louison Bobet, c'était une star comme on n'en connaît plus de nos jours.
Louison Bobet, mais vous en avez croisé beaucoup d'autres. Alors, parlez-nous parce qu'on aime bien aussi un peu entrer dans les coulisses et vous nous aidez à rentrer dans les coulisses du Tour de France. Parlez-nous par exemple de Bernard Hinault que vous avez aussi fréquenté. Oui, j'ai fréquenté Bernard Hinault pendant son activité sportive et après aussi. J'ai eu l'immense privilège de suivre Bernard Hinault dans l'étape contre-la-montre Metz-Nancy de 1978, lorsqu'il arrive à Nancy, qu'il rejoint Agostino, qu'il revêt le maillot jaune. J'étais dans la voiture du président du jury des commissaires. Par une faveur, je n'avais rien demandé, c'est Jacques Godet, le mythique directeur du Tour, ainsi que Félix Lévitan, qui à Metz sur l'esplanade se sont approchés de moi et m'ont demandé si je voulais bien suivre Bernard Hinault. Vous voyez un peu mon émotion. Je crois que quelques larmes ont dû perler, vous savez, parce que des moments pareils, on les vit trop rarement. Vous parlez de Louison Bobet, vous avez parlé de Coppi, de Hinault. Les autres grands mythes du Tour de France, c'est qui ? C'est Raphaël Gemignani qui n'a jamais gagné le Tour, mais qui cassait le baraque, comme on dit, sans arrêt, qui poussait des coups de gueule. C'est Nello Loredi, c'est le Nancéen Gilbert Bovin qui a failli gagner le Tour de France. Il n'y avait pas que les plus grands. À côté d'eux, il y avait des champions qui aujourd'hui seraient au sommet. Vous voyez, vous aviez les hyper champions, hein, ceux qui étaient hors catégorie. Et en dessous, vous aviez des champions qui étaient très forts, mais qui n'arrivaient pas au niveau des grands, comme Bobet, Coppi ou Bartali, mais qui aujourd'hui seraient des ténors. Alors j'en profite, pour parler un peu vulgairement, de vous avoir sous la main pour vous demander comment vous expliquez qu'un gars comme Raymond Poulidor soit resté aussi populaire. Vous savez, Morvan Lebesque, journaliste du Canard enchaîné, en 1964 a écrit un très bel article sur Raymond Poulidor en disant que les Français s'identifient à lui parce que celui qui est brimé par son chef de service se reconnaît en Poulidor. Celui qui n'a pas de chance de la vie pense que c'est à cause du voisin qui n'a pas de chance. Parce que Poulidor a été un grand champion. Il a toujours eu de la chance. Il a fait croire très habilement qu'il avait eu une malchance. Non, Poulidor n'a jamais eu de malchance. Mais il est tombé sur Jacques Anquetil. Et certains spécialistes du cyclisme, dont je ne me targue pas de faire partie, prétendent que Poulidor était plus fait pour les classiques. Il a gagné beaucoup de classiques que pour le Tour de France. Et puis il y a aussi quelque chose dont les gens ne parlent pas. C'est que Poulidor est très pingre. Et lorsque vous êtes chef d'une équipe dans le Tour, ça a commencé avec Bobet, Coppi, dès le début du Tour, vous dites à vos coureurs, à vos équipiers, je vous laisse toutes mes primes. Moi, je ne demanderai rien. Et Poulidor n'a jamais accepté de laisser les primes à ses coéquipiers, ce qui fait que parfois, il n'a pas eu les aides dont il pouvait s'attendre à avoir. Alors, on revient un instant sur Louison Bobet et les échanges que vous aviez avec lui. Vous expliquez dans votre livre qu'il y avait des relations finalement simples. Il vous écrit lui-même, il vous répond lui-même, etc. Est-ce que c'est un peu à l'image aussi de l'évolution du Tour de France qui s'est trop professionnalisé? Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça? Le Tour de France est devenu monstrueux à partir de la fin des années 80. Il est devenu monstrueux, vous voyez, sur la ligne d'arrivée, il faut 400 mètres pour la télé, parce que le Tour de France est fabriqué actuellement pour les télés. Le Tour de France peut se passer de spectateurs au bord de la route. Il n'a plus besoin des spectateurs, il est fait pour la télé. Et à l'époque des années bénies, 50-60, vous pouviez approcher les coureurs à la fin d'une étape. De nos jours, ils montent dans leur bus climatisé, ils disparaissent, et on a même eu un champion américain qui avait son garde du corps et qui montait dans une voiture près de la ligne d'arrivée, ce qui était proprement scandaleux. Il était le premier à arriver à l'hôtel. Voilà ce qui est devenu le Tour de France. Il n'y a plus, si vous voulez, la magie qu'on a connue par le passé, la proximité du public avec les champions. Alors, pour ceux qui nous regardent, qui sont de toute la France, est-ce qu'on peut dire... Alors, on va faire un peu d'histoire d'abord et un peu de géographie. En termes d'histoire, quelles sont les grandes étapes ou les grands tours mythiques du Tour de France? Et puis, même question en termes de géographie, quels sont les secteurs géographiques qu'il faut absolument pas louper pour suivre les coureurs?
Bien, les secteurs géographiques, c'est les Alpes et les Pyrénées. D'ailleurs, vous voyez que lorsqu'une année, le Tour ne passe pas dans les Pyrénées, par exemple, ou l'escamote un peu les Alpes, tous les gens protestent. Les étapes mythiques, je vous parlais des années 50. En 1951, c'est l'étape Brive-Agen, où Hugo Koblet, le champion suisse, part 30 km après la ligne de départ, il part tout seul. À 70 km de l'arrivée, les ténors se rendent compte qu'ils ne pourront peut-être plus le rattraper, ils se mettent à sa poursuite. Vous savez qui étaient les poursuivants d'Hugo Koblet? Excusez du peu, Fausto Coppi, Fiorenzo Magni, Gino Bartali, Luiso Bobet, Nello Loredi, Stan Oker, Svanstenbergen, et ils n'ont jamais rejoint Hugo Koblet au cours de cette étape. Il a gagné l'étape Brive-Agen. C'est l'étape mythique des années 50, de l'année 51, mais c'est aussi l'une des étapes mythiques du Tour de France. Alors, Angèle Cossalter, dernière question. Vous avez commenté le Tour de France pour la radio. C'est un exercice quand même, on aimerait bien savoir comment ça se déroule parce que vos auditeurs sont de l'autre côté du poste, ils voient pas l'image. Et comment vous imagez tout ça? Comment vous travaillez? Eh bien, j'ai commenté le Tour de France pour France Bleu en 2012, lorsque le Tour s'est arrêté à Metz. J'avais les commentaires de la radio, si vous voulez. J'entendais où étaient les coureurs, ce qui se passait, et je faisais mes commentaires personnels et je racontais aussi en même temps l'histoire du Tour de France. Et l'après-midi, j'étais sur la ligne d'arrivée avec les autres reporters. J'ai même eu ce jour-là une carte de journaliste, c'est vous dire. Et j'ai eu l'immense plaisir de commenter l'arrivée du Tour à Metz et la victoire de Peter Sagan. Merci Angèle.